Vus d'en bas, les drones pourraient ressembler à des anges de la mort. Les dieux peuvent nous voir, en tout temps. On a transformé un jouet en arme mortelle. Serait-ce notre nouveau Dieu? Ce soir, au grand reportage, Tel Aviv, la ville blanche, si loin et pourtant si près de la guerre. Au début de notre périple, j'ai voulu visiter un pays qui est psychologiquement et souvent physiquement en guerre. Nous voici dans les locaux des industries aérospatiales d'Israël, l'un des principaux fabricants de drones. C'est ici qu'il y a 40 ans, David Harari et ses deux collègues, qui se font appeler les Trois Mousquetaires, ont mis au point une invention. David! C'est votre premier avion sans pilote? Oui, tout à fait. C'est notre premier. On a commencé à travailler sur ce projet en 1977. On est parti de zéro. On avait pour but de construire une caméra volante. On y a réfléchi et 3 ans plus tard, on est arrivé avec ce modèle, avec cette configuration. Tout le monde se moquait de nous. On était la risée de tous. On s'amusait avec nos avions alors qu'ils disaient que c'était des jouets. On dépensait de l'argent. L'avion était petit avec des hélices sans réacteur. Alors il était fréquent qu'on se moque de nous. On nous autorise à entrer dans un poste de commande au sol. Je suis assise sur le siège de l'opérateur. Comment se sent-on ici? Ça ne dirige pas le drone. D'accord. On le dirige avec le clavier. Le clavier? Ou avec la souris. Ah, avec la souris. Alors maintenant, je peux même voir les gens? Exactement. Je peux m'approcher avec la caméra? Oui, vous pouvez zoomer, choisir entre la nuit et le jour. C'est sans doute plus facile si on a l'habitude d'utiliser ça. Je ne joue pas aux jeux vidéo. C'est sûrement plus facile si on est familier avec la manette. Pour les piloter, il suffit de posséder les habiletés d'un élève du secondaire qui sait manipuler ce genre de jouet. Est-ce que vous finissez par vous sentir proche d'une personne que vous suivez depuis un moment? Non. Celui que j'ai à suivre a un nom de code. Ce peut être un nom de fruit comme banane ou pomme. Pour moi, ce code est son nom. Je n'ai aucune idée de sa vraie identité, je ne connais pas son nom, ni sa famille, ni rien. Ça me permet de rester professionnel et objectif pour accomplir ma mission. Pouvez-vous nous montrer à quoi ça ressemble lorsque vous suivez quelqu'un que vous avez ciblé? Oui, vous pouvez regarder cette courte vidéo. Elle a été filmée pendant l'opération Plomb durci qui s'est déroulée en janvier 2009 à Gaza. Ici, on voit un terroriste du Hamas déguisé en soldat israélien. Il porte une arme à feu, un sac à dos, il a un appareil radio. Il ressemble à un soldat israélien. Il est vêtu d'un uniforme kaki, mais après une brève investigation, il nous est évidemment possible de regarder et d'étudier une cible. On a pu constater que l'homme ne portait pas de casque et qu'il tripotait quelque chose avec ses mains. On a découvert qu'il était en train de préparer un EEI, c'est-à-dire un engin explosif improvisé. Ici, on dirait une personne blessée. On voit 2 jambes et un corps. C'est en réalité un mannequin sous lequel l'homme cache son engin explosif. Ce n'est pas un comportement typique de soldats israéliens. C'est un comportement de terroriste. Il y a une explosion? C'était une attaque par hélicoptère. On a appelé un hélicoptère pour attaquer le terroriste qui se cache ici.
Comme on voulait éviter de toucher des civils qui ne sont pas impliqués, on a lancé la bombe à cet endroit. Mais elle n'a presque pas fait de dégâts. Alors on a dit au pilote de l'hélicoptère de tirer à nouveau. Cette fois, il a visé un peu plus près, si bien que le mur s'est effondré. Mais les terroristes étaient toujours en vie. Alors on a demandé le soutien de forces terrestres. Ailleurs, l'armée aurait tiré sur la maison, aurait tout fait exploser. Mais ici, on cherche à épargner les civils non impliqués. Je préférais avoir des missions qui ont pour but de sauver des vies, plutôt que de tuer. Mais la réalité ici, en Israël, n'est pas si simple. Malheureusement. À la frontière de Gaza, on entend des coups de feu. Les dispositifs de surveillance nous étonnent. Des caméras fixées à des ballons. Tout regarder, tout prévoir. C'est une logique qui n'empêche pas la guerre. En juillet 2014, 13 attaquants de la branche militaire du Hamas, lourdement armés, ont rampé dans un tunnel jusqu'en territoire israélien. La surveillance totale et le déploiement d'une haute technologie semblent provoquer des contre-mesures archaïques. Mais où finiront ces jeux de la guerre? Voici comment tout cela a commencé aux États-Unis. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, le gouvernement déploie de plus en plus de drones et d'autres instruments de surveillance dans le but d'effectuer des meurtres ciblés. La surveillance de la NSA ainsi que les drones d'observation constituent dans une certaine mesure une réponse au défi. Le défi, dans ce cas précis, c'est qu'on a affaire à un attaquant qui n'est pas vêtu d'un uniforme, qui ne porte pas ouvertement d'armes et qui ne se déplace pas en troupe pour franchir une frontière réelle ou imaginaire pour passer à l'attaque. Il arrive plutôt des profondeurs de l'espace social, des villes, petites ou grandes, de partout. C'est là qu'il agit. Ça signifie aussi que l'on ne peut pas le dissuader. Il devient donc nécessaire de fonctionner de manière beaucoup plus préventive si l'on souhaite pouvoir l'arrêter. Il faut arriver à savoir ce que l'ennemi veut faire, ce qui n'est possible que grâce à une surveillance systématique. Il existe toutefois des alternatives politiques. Si l'on vivait dans une société héroïque, on pourrait dire « nous ne voulons pas de cette surveillance ». La probabilité d'une attaque terroriste n'est pas plus élevée que celle d'une mort causée par un accident domestique, qui est un risque que nous acceptons. Mais notre société n'est pas héroïque. Et nous sommes prêts à accepter les risques d'accident, même si nous le faisons à contre-cœur. Mais cet autre type de menace, nous n'en voulons pas. Comme nous vivons dans des sociétés post-héroïques, nous exigeons des systèmes de surveillance et de sécurité, ainsi que des mesures préventives. On pourrait appeler ça l'arme du lâche. Mais alors, il faudrait être prêt soi-même à prendre les armes et à courir le risque de mourir. Si ce n'est pas le cas, on doit accepter qu'une société post-héroïque produise des armes post-héroïques.
Et le drone, avec tout ce qui l'accompagne, est justement une arme post-héroïque. Hegel a dit que l'arme était l'essence même du combattant. Ainsi, le drone, quelle que soit la façon dont on l'utilise, constitue l'essence de la société post-héroïque. Combattre au moyen de moniteurs. Sommes-nous en train de tuer de la même façon que nous jouons, ou est-ce l'inverse? Partout dans le monde, à tout moment, on pourrait remplir des douzaines et même des centaines de Madison Square Garden avec tous ceux qui jouent à ce jeu. C'est incroyable. Ça ressemble de plus en plus à un sport. Des gens gagnent leur vie avec ce jeu. Il y a beaucoup de compétition. Je trouve que c'est génial. On n'aurait jamais pu imaginer ça quand on a commencé à le créer. Il suffit de regarder la bande-annonce de Call of Duty pour comprendre ce qui cause la popularité de ce jeu. Il combine violence martiale, pose héroïque et technologie de guerre futuriste. Ça vous plaît toujours, n'est-ce pas? Ouais, c'est amusant. En le regardant, je me rappelle tant d'anecdotes qui se sont passées quand on travaillait à la création du jeu. Et ça ranime des souvenirs amusants. On a eu beaucoup de plaisir à concevoir ce jeu. Il existe beaucoup de jeux futuristes avec des armes à énergie, comme des pistolets laser et d'autres armes du même type. On préférait éviter tout ça parce qu'on trouvait que ça faisait trop science-fiction. Mais ça nous a permis de voir que, une fois ce type d'arme écarté, il y a énormément de choses sur lesquelles les gens travaillent en ce moment. Il se fait des trucs vraiment incroyables. Dans le cas des drones, c'est fascinant de voir où ça peut mener. Les drones ont maintenant ce qu'on appelle des systèmes de mission qui permettent de programmer un drone afin qu'il soit parfaitement autonome et de l'envoyer remplir sa mission sans qu'aucune interaction humaine ne soit nécessaire. Cette technologie existe déjà aujourd'hui. Le jour où un drone pourra partir avec son système de mission, se rendre quelque part, cibler une personne, l'éliminer puis revenir, notre monde sera vraiment effrayant. Le Salon du Bourget à Paris est le plus grand salon de l'aérospatiale au monde et un marché pour les engins militaires. Nous sommes ici pour découvrir ce qui se fait dans ce domaine. Veuillez accueillir la secrétaire de l'armée de l'air américaine, Deborah Lee James. Bonjour Team USA. Vous avez l'air en pleine forme. Bonjour tout le monde. Dans les forces aériennes, nous aimons parler de vigilance, de présence et de puissance à l'échelle mondiale. Mais tout cela est impossible à réaliser sans le soutien de l'industrie mondiale et sans partenariats internationaux. Et nous sommes très reconnaissants de tout cela, car vous et moi ensemble, nous formons la puissance aérienne, qui comprend de nos jours l'air, l'espace et le cyberespace. Nous constituons collectivement la puissance aérienne. Alors partagez cette idée. Sans la puissance aérienne, vous êtes perdants. Merci beaucoup.
Après des mois de démarches, une équipe de tournage américaine est admise dans l'usine de General Atomics. Comme nous ne sommes pas américains, nous constituons une menace pour la sécurité. Voici l'avion Predator B. Il peut transporter 1400 kg de charge utile sous ses ailes et 340 kg de charge supplémentaire sur le point d'emport central. Je peux vous dire sans hésiter que l'avenir des avions commandés à distance est radieux. Notre entreprise est représentative de cette situation. Au cours des 25 dernières années, nous avons accumulé plus de 3 millions d'heures de vol avec nos avions télécommandés. On peut noter que l'évolution se fait selon une courbe exponentielle. Plus nous produisons, plus le nombre d'heures augmente. En 2014, nous avons effectué plus de 500 000 heures de vol en une seule année. Il est intéressant de savoir que chaque seconde de chaque journée, 57 de nos avions volent quelque part dans le monde. Nous construisons un avion pour l'Allemagne que nous avons appelé le Certifiable Schutzengel. Nous utilisons le terme Schutzengel ou ange gardien parce que c'en est vraiment un, puisqu'il fournit de l'aide humanitaire, qu'il sauve des vies au combat et des civils sur le terrain. La tradition qui veut que l'on transforme les soldats en héros n'existe pas qu'aux États-Unis. C'est sa volonté de sacrifice qui rend un soldat apte au combat. Mais les fameuses vertus militaires auront-elles encore une valeur dans un avenir où les machines sans pilote domineront les champs de bataille? Ce sont des techniciens, et ces gens existent déjà chez nous. Ils sont dans l'armée de l'air, et ils me font peur. Ce sont des gens qui n'ont pas d'éthique, ils n'ont pas de morale, ils sont apolitiques, et absolument rien ne les intéresse en dehors de la technologie qu'ils utilisent. La Silicon Valley en Californie a produit des milliers de personnes comme ça. Je les rencontre, je leur parle, et je crois les comprendre. Mais elles m'effraient. Elles n'ont aucun repère éthique. Voici la seule question que ces gens se posent. Comment puis-je améliorer la technologie? Comment puis-je faire en sorte que la technologie réponde aux attentes de mon client ou à mes attentes? Et comment puis-je la raffiner par la suite? Leur pensée ne tient compte d'aucun élément éthique. Nous formons ces gens aujourd'hui dans nos universités, dans nos entreprises, dans notre société, et ils sont terrifiants. Si les gens ne possèdent plus d'éthique, serait-il possible d'en intégrer à des machines? Nous nous rendons maintenant à Atlanta, à l'Institut de technologie de la Géorgie. Le professeur Ronald Erkin y fait des recherches sur un logiciel d'éthique pour les robots. Le travail le plus déprimant que j'ai eu à faire a été d'étudier le comportement humain sur les champs de bataille. L'environnement du champ de bataille fait parfois ressortir le meilleur chez les êtres humains et il arrive qu'on soit témoin de comportements nobles, mais ce ne sont malheureusement que des exceptions. Souvent, on voit des agissements horribles, parfaitement horribles, où des non-combattants sont massacrés sans aucune justification.
Étudier le comportement humain sur le champ de bataille faisait partie de mon travail. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de créer des systèmes robotiques qui surpasseraient le fonctionnement humain dans de tels cas. Même si ça peut sembler étrange, les robots peuvent agir de manière plus rationnelle dans ces circonstances. Ils n'ont pas peur de leur propre destruction, ne ressentent ni colère ni frustration, ce qui leur permet de prendre de meilleures décisions. La vraie question est la suivante. Peut-on faire en sorte que les robots se conforment à ce que les humains ont défini comme étant un comportement éthique? Ainsi, on doit extraire des lois existantes, les principes qui établissent ce que l'on est autorisé à faire et ce qui est interdit. C'est déjà ce qu'on fait avec les soldats. On leur dit, vous avez le droit de faire ceci, mais pas ça. Ils ne raisonnent pas à partir de principes de base issus du droit humanitaire international pour décider ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire sur le champ de bataille. Et c'est ce qu'on reproduit avec les robots. On leur dit avec des codes ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. À l'aide d'un logiciel appelé régulateur éthique, les robots de l'avenir pourront se contrôler et développer un capteur de culpabilité. Dans le scénario présenté ici, un giravion sans pilote est lancé dans une mission de recherche et de destruction. Dans le cadre de sa mission, le giravion rencontre un convoi ennemi dans la zone de destruction désignée. Le robot examine les armes auxquelles il a accès afin de trouver la combinaison qui va lui permettre de remplir les exigences de sa mission et de répondre aux lois de la guerre en minimisant les dommages collatéraux civils. Après évaluation, le robot compare les dommages réels à ceux qu'on avait estimés. Ainsi, si les dommages causés dépassent ceux prévus par la machine, le régulateur éthique va calculer une valeur de culpabilité qui dépend des dommages excessifs. Cette valeur de culpabilité est basée sur un modèle plausible et est déterminée par une fonction qui comprend plusieurs variables, dont la nécessité militaire associée à la cible et à la mission, le nombre de victimes, parmi les combattants, les civils, ainsi que les victimes amies, et les dégâts structurels civils. Lorsque le niveau de culpabilité augmente, le régulateur éthique désactive certains systèmes d'armes en fonction de leur potentiel de destruction. Comme toujours, il existe différentes perspectives. Il y a celle de la carte, celle d'une caméra située en hauteur et celle de la caméra d'un téléphone. Ma voiture ne peut pas être éthique ou non éthique. Mon four ne peut pas être éthique ou non éthique. Mon robot ne peut pas être éthique ou pas. Celui qui l'a conçu peut avoir cherché à le faire de manière éthique. Ou encore l'utilisateur peut essayer de s'en servir de façon éthique. Mais la machine elle-même n'est rien de plus qu'une machine. D'autre part, on présume qu'on ne se trouve pas confronté à un ennemi qui peut réfléchir et qui pourrait profiter de cette programmation. On peut construire un imposant système robotique terrestre, armé de mitrailleuses. Des machines de ce genre existent déjà, qu'il sera possible de contrer simplement en envoyant un petit garçon de 6 ans avec une bombe de peinture en aérosol. Parce qu'alors, on se retrouve devant un immense dilemme. Il n'existe que 2 possibilités. La première est de tirer sur un enfant de 6 ans, qui n'est techniquement parlant pas armé,
Et la deuxième, de laisser cet enfant s'approcher, vaporiser de la peinture sur les senseurs et vaincre le robot super perfectionné. On est rendu à un point où il n'est plus possible de régler un problème éthique avec de simples solutions programmées. Et moi, est-ce que je prendrais la même décision que la machine? Elle peut traiter toutes les informations disponibles à une très grande vitesse. Je ne suis pas aussi rapide. Que désire-t-elle? Rien du tout. Elle est efficace. C'est ce qu'a voulu l'inventeur? Comment savoir? Ces machines vont commettre des erreurs. Elles vont tuer des civils. Ça ne fait aucun doute. Tous les systèmes d'armement finissent par assassiner des civils. La véritable question est, selon moi, ce qu'on appelle un argument conséquentialiste ou utilitaire. Vont-elles tuer moins de civils que les technologies actuelles avec des combattants? À mon avis, si on a moins de victimes civiles, c'est une bonne chose. À ma grande surprise, Ron Arkin m'envoie à l'aquarium d'Atlanta. Il me dit qu'il le visite parfois avec son petit-fils. Il aime particulièrement regarder les belugas pour leur légèreté, leur beauté et leur côté joueur. Nous projetons beaucoup de nos rêves sur les animaux. Une part de nous aimerait connaître la liberté que nous leur prêtons. Mais nos rêves, vers quoi nous mènent-ils? Que nous faisons-nous subir? Pourquoi tant de machines portent-elles des noms d'animaux? Frégates, faucons, prédateurs. Nous prenons la forme et les habiletés des animaux pour les transformer. Allons-nous finir par nous transformer en autre chose? Si, comme je le crois fermement, c'est notre imperfection qui nous rend humains, que se passera-t-il si nous tentons d'éliminer nos imperfections? La première promesse que je me suis faite, c'est de mettre dans le jeu des éléments qui sont en train d'être élaborés quelque part sous une forme ou une autre. Ensuite, je me demandais comment on pouvait rendre ça authentique. On a fait des recherches parmi un large éventail de consultants qui pourraient nous aider dans ce domaine. Voici un exemple de cas où on a pris quelque chose qui existait déjà, qu'on a ensuite modifié légèrement pour le jeu. Ce truc est armé, alors qu'il y a peu de quadrirotors qui le sont. Mais il s'agit d'une progression naturelle pour ce genre d'appareil. Si on va plus loin dans la projection, et on parle ici de choses qui vont exister un jour,
On peut imaginer qu'on va envoyer un essaim de drone de la taille d'un insecte, muni de caméras et de logiciels de reconnaissance faciale, pour assassiner quelqu'un. Ils auraient pour mission de trouver un type et lui injecter du cyanure avec leur queue ou autre chose du genre. On n'a pas besoin de troupes au sol pour ça. Le jeu nous montre des drones sous forme d'insectes volants, en prévision d'une éventuelle utilisation de la technologie à des fins militaires. Vous constituez d'une certaine façon un champ d'essai pour les militaires. Ouais. Ça doit être fascinant pour eux de voir ce genre de fiction si proche de la réalité. Oui, c'est incroyable. Un jour, j'étais à la maison et j'y vais apparaître un courriel. C'est environ 1 an après la sortie de Black Ops 2. C'est un ancien représentant du Pentagone qui travaille maintenant pour un groupe de réflexion, l'Atlantic Council, qui m'avait écrit. Il disait qu'il aimerait me parler et qu'il avait vu son fils jouer à Call of Duty. Et il avait été stupéfait de voir à quel point l'histoire était complexe et réaliste pour 2025. Il voulait que je lui raconte comment on en était arrivé à concevoir le jeu. Il m'a invité à Washington pour que je puisse le rencontrer, lui et d'autres personnes du domaine militaire, du Pentagone, et discuter de la façon dont j'avais élaboré ce jeu. Cette relation, qu'on appelle le militainment, et qui est l'endroit où militarisme et divertissement se rencontrent, commence à aller dans l'autre sens. Alors qu'avant, c'était le monde du divertissement qui tirait ses idées de l'industrie de la guerre. On voit maintenant des militaires aller chercher des idées dans le domaine du divertissement. Il peut s'agir de technologies dont on fait une utilisation physique, comme les manettes de jeux vidéo que l'on reprend pour en faire les mécanismes qui servent à contrôler certains systèmes robotiques. Pourquoi font-ils ça? Pour 2 raisons essentiellement. D'abord, les entreprises de jeux vidéo ont déjà dépensé des centaines de millions de dollars pour concevoir une manette qui tient parfaitement dans la main. Mais aussi, l'industrie du jeu vidéo a carrément formé une génération entière de jeunes à l'utilisation de cette manette. Pour eux, c'est complètement intuitif. Dans un document militaire américain, il était écrit qu'à mesure que l'autonomie de cette technologie va augmenter, le rôle de l'humain, qui est maintenant à l'intérieur de la boucle, va se transporter sur la boucle, pour se retrouver en fin de compte à l'extérieur de la boucle. Quand ça va-t-il se produire? Ne me posez pas la question. Posez-la à l'ancien commandant de la Royal Air Force, qui a dit qu'il allait voir ça de son vivant, et il n'est pas jeune. La technologie évolue si vite qu'il est difficile de suivre réellement ce qui se passe aujourd'hui, encore moins d'avoir une idée de ce qui va arriver demain, dans 1 an ou dans 5 ans. L'évolution est trop rapide pour que le gouvernement puisse tout suivre. L'intelligence artificielle fait partie des technologies qui changent rapidement. Chacun a son avis quant au moment où ça va se produire. Mais d'ici 10, 20 ou 50 ans, il va arriver un jour où tout va se mettre à se transformer à un rythme exponentiel. Ray Kurzweil, un type très intelligent, parle de circuits de nanotubes et affirme que 2 cm3 de ce truc sont 100 millions de fois plus puissants que le cerveau humain. 100 millions de fois plus puissants. Si l'on est capable d'imaginer ce qui va devenir possible lorsqu'on va commencer à développer cette technologie, je me dis qu'il faut absolument se demander comment fait-on pour maîtriser ce truc? Et même se poser la question, en a-t-on vraiment besoin? Avant de l'inclure dans notre vie. Où en sommes-nous dans le domaine de l'intelligence artificielle? Dans un article paru dans le magazine National Defense,
j'ai lu que la DARPA, l'Agence pour les projets de recherche avancée de défense, qui est financée en partie par le Pentagone, fait construire des robots avec de vrais cerveaux. James Gimzewski de l'Université de Californie est l'un des scientifiques qui participent à ce projet. L'idée est de construire quelque chose qui ressemble au cerveau humain plutôt qu'à un ordinateur normal. Nous adoptons une autre approche qui consiste à concevoir un système tout à fait différent, qui n'aura pas besoin du type de programmation nécessaire pour un ordinateur classique. Le cerveau artificiel, c'est une toute autre réalité. C'est une réalité positive, à mon avis, mais comme c'est le cas pour tout ce qui a une grande influence, il pourrait aussi servir à des fins terribles. Tout va dépendre de qui en est le propriétaire. Feriez-vous confiance à votre gouvernement? Accepteriez-vous qu'il possède un système qui est capable de tout comprendre, qui ferait paraître la NSA comme parfaitement ridicule? Il pourrait traiter toutes sortes d'informations, des appels téléphoniques, il pourrait prendre des décisions. Je ne crois pas que vous souhaitiez que le gouvernement ait quelque chose de ce genre entre les mains. Et voulez-vous que des grosses entreprises, comme Google par exemple, qui travaillent sur l'intelligence artificielle, possèdent un tel système? Non, vous ne le voulez pas. Mais que pourra vraiment réaliser ce système? Il se peut que ce soit bien au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer. Peut-être qu'il nous permettrait, grâce à un implant, d'avoir une intelligence surhumaine, par exemple. Ce n'est pas impossible. Le scientifique qui fait des expériences ne connaît pas leurs résultats à l'avance. Il fait des paris. Il joue avec les possibilités. Il a peur, mais c'est justement le risque qui donne du piquant à ce jeu. Salut Henry. Allez. Salut. Voici Allez et Henry. Ce n'est pas le vrai truc, mais ils ont fait ça. C'est une impression 3D. Mais ce n'est pas le vrai système. Bien sûr que non. C'est ce qu'on veut obtenir, mais plus petit. Cette toute petite zone au milieu, cette chose minuscule, c'est là que se trouve l'enchevêtrement de spaghettis de synapses artificielles. Ce qu'on voit ici, c'est un réseau de fils d'argent nanométriques et microscopiques, très petits et très densément interconnectés. Au point de connexion, il se crée une jonction qui se comporte comme une synapse dans le cerveau. Si nous alimentons le réseau avec de l'électricité, ça va causer en quelque sorte l'activation des synapses ou modifier l'état de résistance. Le cerveau artificiel devrait être capable de penser sans qu'on le programme. Il est plus libre et possède moins de restrictions qu'un ordinateur normal. Depuis l'avènement des ordinateurs, on a cherché à programmer l'humain pour qu'il interagisse avec la machine. Remplir des formulaires, ne pas écrire à la main, ce sont toutes sortes de choses qu'on a apprises. On croit que les machines se sont améliorées, mais c'est souvent parce que nous, les êtres humains, avons appris comment nous comporter avec elles. Ce n'est pas forcément bon pour le cerveau humain de copier la machine et d'apprendre un comportement qui ressemble au sien. C'est pourquoi nous concevons un cerveau artificiel qui ressemble à notre vrai cerveau.
C'est quelque chose de beaucoup plus puissant qu'une machine qu'il faut apprendre à manipuler. Et nous nous basons sur le fait que l'on passe constamment d'un état de folie à un état d'ordre. Notre cerveau passe d'un état de désordre, mais pas de chaos, qu'on appelle supercritique, à un état sous-critique. On passe de l'un à l'autre sans en être conscient. Vous ne savez pas que vous pensez ainsi, mais c'est ce qui se produit en arrière-plan. Ce qui arrive en réalité, c'est que l'on ressent beaucoup de choses différentes. On traite diverses informations simultanément. Et ça, l'ordinateur moderne ne peut le faire. Il doit travailler une unité d'information à la fois. Les machines finiront-elles par avoir leur propre mémoire et prendre des décisions de façon indépendante? Jusqu'où ira leur autonomie? Nous voici en Allemagne. La boucle est bouclée. Qui aurait imaginé que ce serait à cet endroit précis que nous trouverions un lieu où l'intelligence artificielle n'est pas qu'une vision d'avenir, mais une réalité en plein développement? Yvonne Hofstetter est cofondatrice de la société Terramark Technologies. Elle a aussi écrit un livre sur les mégadonnées intitulé Sie wissen alles. Ils savent tout. Terramark Technologies est une petite entreprise qui n'emploie que des scientifiques, des mathématiciens, des physiciens, des théoriciens de l'information. Ils travaillent tous sur l'intelligence artificielle. Nous avons tout un parc rempli d'intelligence artificielle, de machines d'apprentissage, d'intelligence artificielle distribuée, d'intelligence en essaim. C'est un peu comme le parc Jurassique. Quand on y entre, ça peut faire peur. Ça peut inspirer quelque chose qu'on appelle le syndrome de Frankenstein. On se demande, si je laisse aller tout ça et que ça fonctionne comme je l'ai imaginé, vais-je pouvoir le maîtriser? Imaginez les marchés boursiers d'aujourd'hui. Imaginez un centre de données géant avec des étagères remplies d'ordinateurs et tous ces ordinateurs qui clignotent. À chaque clignotement, un ordre d'achat ou de vente est placé en quelques millisecondes ou même nanosecondes. Le problème, c'est que des incidents peuvent survenir et prendre de l'expansion très rapidement. C'est ce qu'on appelle des cracks éclairs. Il y a parfois des effondrements boursiers qui semblent inexplicables. Les choses se passent si vite dans ce monde parallèle de machines que l'œil humain n'arrive pas à suivre. Les gens ont alors l'impression de n'être que des spectateurs impuissants. Le savoir militaire a pénétré la vie civile et vice-versa. Cela a toujours été le cas. Mais la frontière entre ce qui est la guerre et ce qui ne l'est pas est de plus en plus mince. Reconnaissance, surveillance, espionnage, ce sont des termes que nous associons désormais autant aux services secrets qu'aux médias sociaux. Mais qu'arrive-t-il lorsque nous perdons la maîtrise des événements, comme dans les marchés financiers? Que se passe-t-il lorsque des machines de guerre subissent des cracks éclairs? Peut-on éviter de telles erreurs? Et d'abord, comment fonctionne l'intelligence artificielle? Notre travail consiste à enseigner aux machines à analyser les données. Ce que nous observons ici dans ce premier espace tridimensionnel,
c'est comment les machines d'apprentissage découvrent des structures dans le flot de données. Elles apprennent à discerner des structures. On remarque qu'après un certain temps, l'algorithme reconnaît les structures. On le voit ici. Il commence à construire cette zone blanche avec du noir. Ce sont des données infrarouges. On se demande, que voit-il vraiment? Quel résultat va-t-on obtenir? Quand je visionne la troisième image, on découvre ce qu'il voit. C'est là qu'on peut le reconnaître, que cela devient évident. Ce sont des objets volants. Des avions de chasse, il me semble. Mais pour qu'ils puissent reconnaître la structure, il faut d'abord qu'on l'ait programmée, non? Non, ce n'est pas ça. La machine l'a appris. C'est ce qu'elle apprend à reconnaître. Elle n'a pas été programmée. C'est le processus d'apprentissage qui lui permet de reconnaître, de percevoir ces structures dans les données. Ce n'est pas programmé. C'est ce qui est intéressant quand on parle avec des spécialistes de l'intelligence artificielle. Ils disent que ce n'est pas possible, qu'on ne peut pas faire ça, que tout ça est basé sur des règles, même avec l'intelligence artificielle. Voici le code de ce qui est analysé. Et ce code, vous ne pouvez pas l'interpréter, ni moi, ni non plus nos programmeurs, nos scientifiques de données ou nos mathématiciens. Ça, on le comprend mieux. C'est traduit de manière à donner une image lisible pour un humain. Une personne ne peut pas lire l'image qui est ici, mais la machine, oui, même si elle n'a pas été programmée pour ça. Il n'y a pas de règle pour programmer cette image. La machine l'a appris elle-même. Imaginez que vous possédez une intelligence artificielle que vous lancez dans un certain environnement. Vous la laissez explorer de manière autonome ce qu'il y a à faire, ce qu'elle y voit, ce qu'elle choisit de faire. C'est quelque chose qui fait peur. Nous nous trouvons à la croisée des chemins. Nous devons décider à quoi ressemblera l'avenir de la machine humaine. En ce moment, les machines se développent au point de devenir plus que de simples outils. Leur comportement est de plus en plus autonome et asynchrone, ce qui signifie qu'elles n'ont plus besoin qu'on leur fournisse des données. Un jour, elles finiront par fonctionner en extrayant elles-mêmes les données des capteurs que nous avons intégrés dans nos vies grâce à l'Internet des objets, avec entre autres les rues et les trottoirs des villes intelligentes. Si nous laissons les machines développer davantage leur autonomie et qu'elles finissent par nous surpasser, par devenir plus intelligentes que nous, il se pourrait qu'un jour elles concluent que la paix sur Terre est une chose possible. Mais le seul obstacle, c'est l'humain. Il faut le neutraliser.